prononcer des conférences devant vous, devant votre public. D'abord parce que, par principe, j'aime bien changer de public, ne pas seulement parler à des étudiants, et puis parce que, par expérience, je sais que les débats que l'on peut avoir à l'issue des présentations sont toujours riches. Donc voilà, je me réjouis à chaque fois d'être à nouveau invité. Donc le sujet qui m'a été proposé, ou que j'ai proposé, je ne sais plus très bien, je crois que c'est moi qui l'ai proposé, mais peu importe, et faut-il continuer à élargir l'Union européenne? Alors avant de tenter de répondre à cette question, je vais commencer assez classiquement par une introduction, et cette introduction elle prendra la forme d'un certain nombre de rappels. Alors, d'abord un rappel chronologique sur les différentes vagues d'élargissement, puisque si on se pose la question de savoir s'il faut encore élargir, c'est qu'on a déjà beaucoup élargi. Vous voyez sur cette carte que ces élargissements, ils ont commencé en 1973. On est parti avec 6 États, avec un groupe de 6 États fondateurs, l'Allemagne, la France, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg. Et petit à petit, à partir de 1973, on a rajouté de nouveaux États. Donc en 1973, le Royaume-Uni, l'Irlande, le Danemark, etc. Chacun de ces élargissements s'est fait dans un contexte historique spécifique et avec des contraintes particulières. Par exemple, quand on a décidé d'élargir l'Union européenne au sud, donc avec la Grèce en 1981, l'Espagne et le Portugal en 1986, eh bien, on a attendu que ces États soient redevenus des démocraties. L'élargissement n'a pas été possible tant que ces États étaient dirigés par des régimes autoritaires et ou militaires. Et donc là, on a commencé à intégrer cette idée que pour entrer dans l'Union européenne, il fallait être une démocratie et qu'on ne pouvait pas, n'importe quel pays, même européen, ne pouvait pas forcément prétendre entrer dans l'UE. Quand on a élargi en 1995 à l'Autriche, la Suède, la Finlande, là on était dans un autre contexte. C'était après la chute du mur, après la disparition de l'URSS, et en fait ces pays s'étaient tenus à l'écart de la construction européenne jusque-là, parce qu'ils ne voulaient pas être considérés comme portant atteinte à leur statut de neutralité. C'était des États qui ne voulaient pas afficher une préférence entre le bloc occidental et le bloc soviétique, et donc ils n'ont jamais candidaté à l'Union européenne pendant cette période. À partir du moment où l'URSS disparaît, la logique des blocs disparaît, en tous les cas temporairement, à ce moment-là c'est ce qu'on pensait, et du coup l'adhésion à l'Union européenne redevient possible. Et autre contexte pour les élargissements de 2004 et 2007, qui sont des élargissements principalement à l'Est, il y a là aussi, c'est une conséquence de la disparition du mur, de la disparition de l'URSS, avec des pays qui retrouvent leur souveraineté, qui sortent de la domination soviétique et qui peuvent décider, ou non d'ailleurs, de candidater à l'Union européenne, et ce qui a permis une vague d'élargissement assez importante, puisque entre 2004 et 2007, on a fait rentrer 12 nouveaux pays dans l'Union européenne. Donc quand on se pose la question de l'élargissement, et on verra qu'il y a d'autres pays évidemment qui aujourd'hui, pour lesquels la question se pose, eh bien on ne se pose pas la question de façon abstraite, c'est pas juste 27 plus 1, ou voilà, c'est pas mathématique, mais on se pose cette question-là dans un contexte particulier, qui est le contexte du pays, son histoire, sa culture, mais aussi le contexte géopolitique que l'on rencontre à ce moment-là dans l'Union européenne. Donc ça c'est mon premier rappel en guise d'introduction. Le deuxième rappel, toujours dans l'introduction, c'est de vous dire, si vous ne le savez pas déjà, que pour rentrer dans l'Union européenne, il y a des conditions d'adhésion, et ces conditions, elles sont exigeantes. C'est pas un club particulièrement ouvert, l'Union européenne, il y a un certain nombre de conditions à remplir. En fait, il y en a 4, et ces 4 conditions, on les appelle les critères de Copenhague. Alors on les appelle comme ça parce qu'on les a décidés dans un conseil européen qui s'est tenu à Copenhague. Alors on garde le nom. Donc les critères de Copenhague, c'est les critères pour entrer dans l'UE. En fait, je vais les énoncer assez rapidement, mais je pense que vous comprendrez qu'en fait derrière, il y a pas mal de problèmes à régler. Donc la première condition, c'est d'être un État européen. Alors ça paraît évident, l'Union européenne est une organisation internationale régionale, elle concerne donc uniquement les États européens, mais derrière cette condition
évidente, logique, il peut y avoir des débats. Alors, pas trop de débats quand on envisage un pays qui est en plein milieu du continent européen, mais davantage de débats si on se déplace sur l'Est. Parce que la frontière géographique et même la frontière politique à l'Est de l'Europe, elle n'est pas fixée de façon incontestée, incontestable. Il y a des débats chez les géographes, par exemple, sur la question de savoir où s'arrête le continent européen à l'Est. Il y a aussi des débats politiques. Vous savez, par exemple, que De Gaulle parlait de l'Europe de l'Atlantique à l'Ural. Bon, ça sous-entendait qu'après l'Ural, c'était plus l'Europe. Vous avez d'autres personnes qui considèrent que le Bosphore fait la limite entre l'Europe et l'Asie. Si vous retenez ce critère, la Turquie n'est pas en Europe. Mais ça a été parfois évoqué d'ailleurs pour contester la candidature de la Turquie. Mais si vous regardez le Bosphore, vous vous rendrez compte que Chypre est à l'est du Bosphore et Chypre est bien dans l'Union européenne. Donc le critère du Bosphore n'est pas un critère qui a été utilisé pour écarter Chypre. Donc c'est compliqué d'utiliser pour écarter la Turquie. Donc il y a des débats sur ce qu'est un État européen. Du coup, certains proposent de définir l'Europe non pas par la géographie, mais plutôt par la culture. C'est pas beaucoup plus simple. Je ne rentre pas dans ce débat-là, mais quelles sont les caractéristiques culturelles d'un État européen. Là aussi, il n'y a pas une unanimité pour lister les critères culturels d'un État européen. Donc ça, c'est la première condition, être un État européen. La deuxième condition, c'est être un État démocratique. Alors, là aussi, ça paraît évident. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on a imposé à partir de l'adhésion de l'Espagne, du Portugal et de la Grèce, je l'ai dit juste avant. Mais être un État démocratique, ça implique toute une série de sous-conditions qui vont être un État évidemment qui pratique les élections libres, être un État qui pratique le pluralisme politique, être un État qui a une justice indépendante, être un État dans lequel la corruption est combattue, être un État dans lequel on applique le droit, être un État dans lequel les juges sont nommés de façon indépendante, dans lequel on respecte l'état de droit, les droits de l'homme, les droits de l'humanité, etc., etc. Donc en fait, ça fait beaucoup de sous-conditions à remplir avant de prétendre être un État démocratique. La troisième condition, c'est d'être un État qui pratique l'économie de marché. Alors, cette condition-là, elle paraît peut-être plus facile à remplir, mais elle n'a pas été si évidente que ça à remplir pour les États qui sont entrés dans l'UE en 2004, en 2007, parce que c'était des États qui avaient la plupart du temps des économies étatisées, donc pas du tout des économies libérales pratiquant l'économie de marché. Donc transformer des économies étatisées en économies libérales, ça ne se fait pas non plus très facilement. Alors pourquoi on exige ça? Parce que un des aspects les plus importants de l'Union européenne, c'est le marché commun, c'est le fait d'avoir construit un grand marché économique, et ce grand marché économique, il fonctionne avec des règles du libéralisme économique. Donc, rentrer dans l'UE, c'est rentrer dans le marché commun, et on ne peut rentrer dans le marché commun que si on accepte les règles du libéralisme économique. Et la quatrième condition, on appelle ça le respect de l'acquis. Alors, le respect de l'acquis, c'est une formule qui n'est pas très claire, mais bon, c'est une formule juridique, je m'en excuse. Ça veut dire que l'État qui rentre doit être en capacité d'intégrer toutes les normes de droit de l'UE qui existent déjà. Et bon, il y en a des centaines, les normes de droit de l'UE. Ça fait des milliers de pages de droit de l'UE à intégrer dans le droit national. Mais quand on dit que l'État doit avoir intégré le droit de l'UE dans son droit national, c'est pas juste avoir recopié des règlements et des directives dans des lois nationales, c'est être capable de les appliquer. Ça veut dire former les administrations, former les juges, comprendre le vocabulaire technique du droit de l'Union européenne, pas une simplicité absolue. Donc c'est pas du tout formel comme exigence, c'est vraiment être capable d'intégrer ces différentes conditions. Donc ça, c'est les critères de Copenhague, et plus récemment, on a rajouté une autre condition qu'on appelle la capacité d'absorption de l'Union européenne. C'est-à-dire que même si un État remplit toutes les conditions, c'est pas si facile que ça de les remplir, eh bien, il ne peut entrer que si l'Union européenne considère qu'elle est en capacité d'accueillir un nouveau pays, qu'elle a la capacité politique, financière, technique, pratique. Toutes les hypothèses sont évidemment envisageables. C'est une façon de dire que c'est l'Union européenne qui garde la main sur l'élargissement et que ce n'est pas les États candidats qui décident. Il ne suffit pas de s'aligner sur les critères pour être sûr de rentrer. Il faut encore que l'Union européenne considère qu'elle est en état d'accepter un nouvel État.
Alors, aujourd'hui, les candidatures à l'Union européenne, elles se présentent comme sur ce tableau. Alors, en fait, vous voyez qu'il y a un certain nombre d'États qui sont concernés, et sur le tableau, il y a plusieurs colonnes, puisqu'en fait, il y a plusieurs stades qui peuvent se présenter. La première colonne, c'est les États qui ont déposé leur candidature, c'est-à-dire qu'ils ont officiellement dit qu'ils voulaient rentrer dans l'Union européenne. Ça, c'est un moment qui est important, parce qu'il ne suffit pas qu'un Premier ministre d'un pays dise qu'il considère que son pays a vocation à rentrer dans l'UE, une formule un peu bateau qu'on utilise assez souvent, ou qu'il envisage. Donc, ce n'est pas une déclaration politique, hein, c'est vraiment un acte juridique, une notification qui est envoyée à l'UE et qui signe le départ du dépôt de la candidature. Donc, il ne suffit pas d'en parler, il faut vraiment déposer sa candidature. Quand on a déposé sa candidature de façon officielle, on est dit candidat déclaré. C'est pas parce que vous déclarez candidat que la candidature va être acceptée. Là, c'est une deuxième étape, c'est la deuxième colonne. Donc, c'est la question de savoir si l'Union européenne va accepter la candidature, et elle n'est pas obligée de le faire, et surtout, elle n'est pas obligée de le faire vite. Et donc, vous voyez que si vous regardez la comparaison entre la première colonne et la deuxième colonne, vous voyez qu'il y a des États qui ont attendu longtemps entre le dépôt de leur candidature et l'acceptation de leur candidature, et puis des États pour lesquels c'est allé beaucoup plus vite. Et l'État pour lequel c'est allé de façon flagrante très vite, c'est l'Ukraine. On peut évidemment très bien comprendre pourquoi, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer beaucoup plus, mais il y a une différence assez nette de chronologie. D'ailleurs, ça a pu susciter, ceux qui me connaissent savent que j'aime bien les dessins de presse. Donc, premier dessin, il y en a d'autres, ça a pu susciter certaines rancœurs dans certains États qui attendent depuis quelques années, parfois, qu'on leur dise si leur candidature va être acceptée et qui va passer donc l'Ukraine, pour laquelle la candidature est acceptée en fait très vite. Donc ça, c'est une réalité, et c'est une réalité politique qui explique que parfois on fait attendre les pays avant de déclarer leur candidature comme étant reçue. Pour recevoir la candidature, il faut que l'Union européenne réunisse l'unanimité. Donc il faut que les États déjà membres de l'UE soient tous d'accord pour accepter la candidature. Alors c'est plus facile de se mettre d'accord pour l'Ukraine, encore que ça a été, je pense, quand même un petit peu discuté, parce que c'est pas forcément évident d'accepter la candidature d'un pays en guerre, mais en tous les cas, ça a été accepté, et assez vite, très vite. Mais pour d'autres pays, c'est plus controversé. Alors, c'est pas forcément des raisons de volonté de pas du tout ouvrir l'UE, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand la candidature est acceptée, eh bien, derrière, il y a quand même un engagement de l'Union européenne, non pas forcément à faire rentrer le pays, parce que ça, c'est pas encore garanti, mais en tous les cas, à l'aider à faire les réformes qui sont nécessaires pour qu'il remplisse les critères dont je parlais tout à l'heure. Donc il y a des engagements financiers derrière, il y a des subventions qui vont être accordées à l'État, il y a des négociations qui devront être menées, et ce qui parfois fait que entre le moment où la candidature est déposée et le moment où la candidature est acceptée, il y a du temps, c'est parce que parfois on considère que l'État n'est pas en position, n'est pas suffisamment armé pour affronter la période des négociations, qui est une période qui est lourde pour des raisons administratives. Donc, il faut quand même être en état de discuter sur plein de sujets. Je rentrerai un peu plus dans les détails sur ce point plus tard. Ça ne veut pas que l'État soit corrompu, qu'il n'y ait pas de corruption dans l'État, parce que si vous accordez des subventions et que l'État ne maîtrise pas la lutte contre la corruption ou pas de façon suffisamment efficace, les subventions ne vont pas aller à l'aide pour remplir les critères de Copenhague, etc., etc. Et puis évidemment, il y a parfois aussi des enjeux politiques. Par exemple, pour la Turquie, on a beaucoup attendu parce qu'il y avait tout un débat pour savoir si c'était opportun de faire entrer la Turquie un jour dans l'Union européenne. Et ça a été long pour qu'on se mette d'accord sur l'acceptation de la candidature. Et une fois que la candidature est acceptée, après il faut ouvrir les négociations. Et là, vous voyez, c'est pareil. Entre l'acceptation de la candidature et l'ouverture de la négociation, il y a encore du temps qui s'écoule. Alors ça, c'est peut-être ça nous surprend peut-être un peu plus, cet écart entre l'acceptation de la candidature et l'ouverture des négociations. Et ça s'explique par le fait que quand la candidature est acceptée, en fait, on va lancer
une étude très détaillée de la situation de l'État. On appelle ça le screening, et en fait c'est une étude qui est menée par la Commission et elle a balayé tous les aspects de l'État, tous les aspects du fonctionnement de l'État, mais vraiment de façon très précise, sur tous les domaines qui intéressent l'UE. Comme l'UE s'intéresse à de plus en plus de sujets, eh bien, ça fait en fait plein de choses à vérifier. Donc, par exemple, on va vérifier l'état des centrales nucléaires, on va vérifier si je reste sur l'environnement, si les rivières sont polluées, on va vérifier pourquoi est-ce qu'on fait ça. Parce qu'après, l'État va devoir appliquer les normes de l'UE en matière de protection de l'environnement. Et on le fait pour tous les sujets. Et ça aide après pour la négociation, parce qu'une fois qu'on a fait cette étude, eh bien, on va savoir dans la négociation sur quel point l'État est à peu près en accord avec le droit de l'UE, ou en tout cas pas très loin des standards de l'UE, ou peut-être déjà aux standards de l'UE, et puis sur quel point il est très loin. Et donc sur les points sur lesquels il faudra aller. Donc en fait, cette étude, eh bien, plus le pays est grand, plus elle est difficile à mener, plus le pays est coopératif, plus elle est courte. Et en fait, les pays, il faut comprendre que dans les pays, les ambiances politiques peuvent changer. Donc au moment où le pays a déposé sa candidature et qu'il y a un beaucoup d'enthousiasme pour l'Union européenne, et puis s'il y a des élections qui surviennent et que c'est un parti moins pro-européen qui arrive au pouvoir, eh bien vous vous retrouvez avec un gouvernement qui est beaucoup moins coopératif. Et du coup, le screening va prendre beaucoup plus de temps. Donc en fait, voilà, les délais sont pas les mêmes parce que les situations sont en fait pas les mêmes. Et donc après, une fois que les négociations sont ouvertes, ben, parfois ça prend, enfin même toujours, ça prend plusieurs années avant l'adhésion. Donc vous voyez, il y a toutes ces phases, parce que là, le pays n'est pas membre de l'UE, hein, il est juste candidat. Ce qu'on appelle candidat officiel, c'est-à-dire que sa candidature a été acceptée, mais la période de négociation peut durer très longtemps. On voit bien que la Turquie, en plus, elles sont un peu à l'arrêt des négociations, donc ça explique que ça soit long. Mais voilà, il peut y avoir des années de négociation avant que le pays entre dans l'UE. Donc ce sont des négociations qui sont exigeantes. Le nombre de pays montre quand même l'attractivité de l'Union européenne. Hein. On n'est pas avec un ou deux pays candidats, il y en a quand même un nombre qui n'est pas négligeable. Et donc ça montre aussi que l'Union européenne, elle attire toujours des pays. Ça, c'est quand même un signe aussi du fait qu'elle garde un intérêt, mais on n'en est pas toujours très convaincu quand on est membre de l'Union européenne. Et de l'extérieur, manifestement, il y a des États qui trouvent ça intéressant d'entrer dans l'UE. Donc ça aussi, ça peut être un indice pour répondre à notre question. Alors, maintenant que ce panorama très général, ces rappels sont faits, je vais développer mon propos en deux points. Vous savez, des juristes, on adore faire des choses en deux points. Je ne vais pas craquer pour le trahir la tradition des juristes. Et je vais commencer par une première partie, un premier point, pour essayer de vous expliquer pourquoi on doute. Quand on pose la question faut-il continuer à élargir, on a des raisons de se poser la question, on a des raisons de douter de l'intérêt d'élargir encore l'Union européenne. Puis après, dans un deuxième temps, je pense que vous l'avez compris, j'essaierai de mobiliser des arguments en faveur de la poursuite de l'adhésion. Je vous dévoile mon point de vue, je pense qu'il faut continuer à élargir pour des raisons que je vous expliquerai plus tard dans le deuxième temps. Mais d'abord, on va commencer par les raisons de douter, parce que les raisons de douter, elles sont réelles, elles sont sérieuses. On a des vraies raisons de se demander s'il faut continuer à élargir. Alors, la première raison de douter, c'est en fait le débat qui est hyper classique dans l'Union européenne. On l'avait déjà dans les années 70, hein, donc ça n'a rien de nouveau. C'est le débat hyper classique entre la question de l'approfondissement et la question de l'élargissement. Donc, est-ce qu'il faut choisir entre l'approfondissement et l'élargissement? L'approfondissement, en fait, alors l'élargissement, on a compris, c'est intégrer plus de pays. Hein. L'approfondissement, c'est le fait que l'Union européenne s'intéresse à de plus en plus de sujets. Donc ça, c'est une réalité. On a commencé par faire un marché commun. Ce marché commun, il a nécessité beaucoup d'énergie pour se mettre en place. Il est encore aujourd'hui imparfait, mais malgré tout, même si on n'a pas complètement finalisé le marché commun, on a ajouté des compétences aux compétences de l'Union européenne. Et donc tous les traités qui se sont
succédé pour construire l'Union européenne ont ajouté des nouvelles compétences au champ d'action de l'Union européenne. Donc des nouvelles politiques, pas forcément des politiques économiques d'ailleurs, la politique sociale, la politique environnementale, la politique de protection des consommateurs, et puis d'autres politiques économiques comme la politique monétaire. Pour certains, il faudrait consolider tout ça avant d'envisager d'élargir. En fait, pour certains, ce n'est pas raisonnable de vouloir faire les deux en même temps. Il faut choisir, soit on approfondit, soit on élargit, mais il ne faudrait pas faire les deux en même temps. Et cet argument selon lequel il faudrait plutôt approfondir, consolider ce que l'on fait plutôt que d'élargir, en tous les cas, de choisir entre les deux, de ne pas poursuivre les deux, cet argument est souvent basé sur le fait, sur le constat que à trop vouloir faire de choses, à la fois approfondir et élargir, l'Union européenne risque une forme de dispersion, un essoufflement et risque de ne plus être très visible pour les populations des États qui sont déjà dans l'Union européenne et qui comprennent déjà pas toujours très bien comment l'Union européenne fonctionne et qui pourraient être encore moins séduits par l'Union européenne s'ils constatent une espèce de course en avant à la fois sur les thématiques et sur le nombre d'États qui est appliqué. Et cette prudence qui consiste à dire qu'il faut approfondir et il ne faut pas élargir en même temps, elle a été quand même assez ravivée par les crises successives, la crise migratoire, la crise financière, la crise sanitaire, qui font dire à certains l'Union européenne a énormément de problèmes à prendre en compte, elle ne peut pas en plus régler ces problèmes avec encore davantage d'États. Tout ça, ça traduit des interrogations sur la capacité de l'Union européenne à se faire accepter, à se faire comprendre de l'extérieur et de l'intérieur aussi. Et donc, ça alimente cette idée selon laquelle il faudrait faire une pause dans l'élargissement pour pouvoir régler au mieux les questions liées aux crises actuelles, bien caler les différentes politiques telles qu'elles existent, finaliser complètement le marché commun, et que quand ça sera fait, eh bien, on verra si on fait rentrer de nouveaux pays. Donc ça, c'est la première raison de douter, le fait qu'on ne pourrait pas, que ce ne serait pas souhaitable de mener en même temps l'élargissement et l'approfondissement. La deuxième raison, alors celle-ci, je crois que c'est la plus facile à comprendre et la moins contestable, c'est que ça résulte du constat que plus il y a d'États, plus c'est difficile de décider. Donc ça, je pense que n'importe quelle personne qui un jour a mené une réunion, c'est que en général, quand vous êtes 5, c'est plus facile de décider que quand vous êtes 30. Et c'est vrai aussi dans l'Union européenne. Donc il est certain que quand on n'était que 6, des États fondateurs qui avaient en plus un niveau de vie, un niveau économique comparable, etc., c'était certainement plus facile que de décider aujourd'hui à 27 avec des pays qui ont des histoires différentes, des cultures différentes, des niveaux de vie différents, des priorités différentes, etc., etc. Donc ça, je crois que c'est assez peu contestable. Plus on élargit, plus le consensus est difficile à trouver. Ça, c'est un dessin que je projette assez régulièrement et que j'aime beaucoup. Quand on est 6 et qu'on vous demande si vous voulez un café, tout le monde veut un café. Quand vous êtes 27, eh bien, personne ne veut la même chose. Donc ça illustre bien la difficulté à trouver un consensus à 27, pas la possibilité, mais la difficulté, parce que les points de vue des États sont plus disparates à 27 qu'à 6 de façon assez évidente. Et puis en plus, dans l'Union européenne, on décide encore parfois à l'unanimité. C'est de moins en moins vrai, il y a de moins en moins de cas d'unanimité, mais il en subsiste des cas d'unanimité. L'unanimité à 27, on est quand même pas loin du blocage presque garanti, pas tout à fait quand même, parce qu'on élargit à l'unanimité, on a quand même réussi à élargir. Hein. Donc il y a bien quand même des cas d'unanimité où on arrive à trouver l'unanimité, mais il est bien évident quand même que c'est plus compliqué de trouver l'unanimité à 27 qu'à 6, ou qu'à moins de 27. Ça a des conséquences hein, sur l'état de la construction européenne. Comme on a plus de mal à trouver des consensus, alors là c'est la juriste qui parle, les textes sont de plus en plus mal écrits.
parce qu'il faut arriver à trouver des formulations qui conviennent à tout le monde. Donc du coup, les textes sont beaucoup plus qu'avant remplis de formules atténuantes, de mots vagues, pour que tout le monde puisse à peu près se mettre d'accord sur les formulations. Plus vous êtes précis, plus vous rencontrez les oppositions. Donc vous vous retrouvez avec des textes qui sont plus vagues, qui du coup sont plus compliqués à appliquer, qui sont plus contestés au plan interne, pour lesquels les juges peuvent avoir des divergences, et donc ça produit des cas d'effets juridiques en cascade. Bon, ça c'est peut-être pas l'essentiel, mais c'est pas totalement négligeable. À 27 aussi, c'est plus difficile de trouver des priorités, c'est plus difficile de se mettre d'accord sur le projet, ce qu'on veut vraiment faire, pourquoi est-ce qu'on est ensemble, c'est quoi les grands projets qui nous portent, les grandes priorités qui nous portent. Plus vous avez d'État, plus vous risquez que les priorités ne soient pas les mêmes. Ça fait un dessin qui illustre aussi ça. C'est plus compliqué de trouver la direction par laquelle il faut pousser. C'est parce que voilà, chacun a sa propre idée sur la direction par laquelle il faudrait aller. Et puis bien sûr, à 27, vous avez plus de risques que les égoïsmes nationaux prennent le pas sur l'intérêt général du lieu. Parce qu'à partir du moment où vous avez un État qui affiche sa volonté de prioriser uniquement ses priorités nationales, on l'a très bien vu avant les 27, avec par exemple Margaret Thatcher, et bien, une fois qu'un État commence à faire ça, et bien, vous en avez d'autres qui le font aussi. Et bien sûr, le risque d'avoir un État qui affiche cet égoïsme national, il est plus important si vous avez 27 pays autour de la table que si vous en avez que 6. Et là, la question des égoïsmes nationaux, c'est une vraie question pour l'avenir de l'Union européenne. Et si vous rentrez de nouveaux États, vous avez le risque qu'il y ait de nouveaux égoïsmes nationaux qui s'ajoutent. Et donc, bien entendu, plus vous avez de diversité d'États, et plus vous prenez le risque que des choses qui paraissaient il y a quelques années évidentes, eh bien, soient contestées. Et on voit bien en ce moment, avec le débat sur les valeurs de l'Union européenne, il y a quelques années, les valeurs de l'Union européenne, personne n'aurait envisagé qu'un État puisse considérer qu'il n'était pas tenu de respecter les valeurs de l'Union. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on a au moins 2 pays pour lesquels le respect des valeurs de l'Union n'est pas une évidence. Il y a une contestation de la légitimité des valeurs défendues par l'Union européenne. Et ça, évidemment, ce risque-là, il est plus important si on accroît la diversité des États. Et bien sûr, il y a aussi plus de risques que l'État demande à sortir. On l'a vu avec le Brexit, donc pour l'instant, il n'y en a qu'un. Bon, on se dit beaucoup qu'il y en ait plein d'autres après. Je pense que les États qu'on voyait sortir, c'était souvent la Pologne et l'Hongrie, mais je pense que la Pologne et l'Hongrie ont des intérêts financiers tellement importants que, on a dit, ils n'ont aucun intérêt économique à sortir. Mais bon, on n'est pas totalement à l'abri que ce type d'épisode revienne. La troisième raison de douter, c'est que si on élargit, on sait qu'on va être confronté à des problèmes complexes. Ça, c'est à peu près inévitable. L'élargissement, tout élargissement fait intervenir des problèmes nouveaux que l'on n'avait pas forcément avant. Et ça, c'est d'autant plus vrai que, contrairement à ce qu'on pensait en 2004, en 2007, à l'élargissement, ce n'est pas forcément un souffle nouveau. Quand on a élargi en 2004, en 2007, on avait beaucoup dit ça va être fantastique parce que ces nouveaux États, ils ont soif d'Europe, ils ont été dominés par l'URSS, donc quand ils vont arriver, ils vont être très enthousiastes, ils vont être moteurs, etc. Bon. Ça n'a pas été exactement comme ça que ça s'est passé, sans vouloir dire qu'ils étaient forcément bloquants, mais ces États, ils étaient comme les autres, ils avaient des priorités nationales, des objectifs nationaux, et on voit pourquoi ils se sont plus sacrifiés que les autres au nom des intérêts de l'Union européenne. Donc, on sait maintenant qu'on ne peut pas trop compter sur cette espèce d'élan qui était, à mon avis, un peu naïf. Hein, c'est un peu naïf de croire que ça allait arriver. C'était de ne pas tenir vraiment compte de l'histoire de ces pays. Donc, au contraire, maintenant, on sait que quand on élargit, on est confronté à des exigences nouvelles qu'il va falloir prendre en compte et qu'on n'a pas forcément totalement anticipées. Et bien entendu, on va avoir des négociations
plus longue, parce que négocier à 27, ça prend plus de temps que négocier à 15, même si on est à peu près d'accord. Ça reste de toute façon plus long. Et puis bien sûr, ça a un coût. Élargir, ça a un coût. Ça a un coût déjà pendant la négociation, hein, puisque élargir, ça veut dire aider le pays à remplir les critères. Alors si le pays est proche des critères, le coût sera moindre, mais si le pays est loin des critères, le coût va être important, il va avoir besoin d'être aidé pour remplir les critères. Et puis après, quand le pays va être entré, eh bien, il va y avoir des coûts automatiques à l'entrée d'un nouveau pays, par exemple des coûts de traduction. Ce n'est pas la chose auquel on pense le plus, mais le coût de traduction dans l'Union européenne, c'est quelque chose de très important, puisqu'on travaille avec 24 langues officielles. Si vous faites rentrer une nouvelle langue, eh bien, ça veut dire des textes qui vont être traduits en 25 langues et plus en 24, avec des traducteurs qui devront être recrutés, des tas de documents qui va falloir traduire. Donc rien que ça, c'est un coût qui est pas qu'il faut assumer. Et puis surtout, ça c'est peut-être un coût un peu anecdotique, mais surtout, on voit bien que dans les États candidats, aujourd'hui, ce sont des États qui ont des niveaux de vie qui sont plus bas que la moyenne des pays de l'Union européenne, et donc il va y avoir un coût de rattrapage économique. En fait, il faut comprendre que dans les États qui se candidatent aujourd'hui dans l'UE, il y en a beaucoup qui ont un modèle de développement grâce à l'UE qui est en fait le modèle Espagne-Portugal. C'est des pays qui, quand ils sont rentrés dans l'UE, étaient eux aussi assez nettement en retard par rapport aux pays déjà membres, et qui ont eu une croissance très importante et ont bénéficié de fonds de l'Union européenne très importants et ont rattrapé en grande partie leur retard. Alors, sans doute pas que grâce à l'Union européenne, mais en tout cas avec quand même une aide de l'Union européenne qui a été décisive. Et donc, ces pays attendent ça, en fait, ils espèrent ça. Et d'ailleurs, une des raisons pour lesquelles les élargissements de 2004 et 2007 ont été moins populaires dans les États concernés que ceux d'Espagne, Portugal et Grèce, c'est que proportionnellement, on a mis moins d'argent sur la table pour les États qui sont rentrés en 2004 et en 2007 qu'on en avait mis pour l'Espagne, le Portugal et l'Italie, ce qui a créé un certain ressentiment dans les pays qui sont rentrés dans l'Union en 2004 et en 2007. Donc voilà, c'est quelque chose auquel il faut se préparer, et d'autant plus si on envisage de faire rentrer l'Ukraine. Là, il y aura non seulement une différence de niveau de vie qui est préexistante de toute façon à la guerre, plus un pays complètement à reconstruire, et donc bien entendu, ça aura un coût financier qui ne sera pas négligeable. À relier également à cela le constat qu'on peut faire que quand les pays sont riches, ils n'ont pas forcément très envie de rentrer dans l'UE. On a deux exemples au moins pour ça. La Norvège. La Norvège a candidaté à l'Union européenne 2 fois, en 1973 et en 1995. Les 2 fois, il y a eu un référendum négatif. Les populations des Norvégiens n'ont pas voulu rentrer dans l'Union européenne. Et le deuxième exemple, c'est l'Islande. L'Islande a présenté sa candidature au moment de la crise financière, parce que l'Islande avait été complètement très très affaiblie par la crise financière, avec d'énormes problèmes, faillite bancaire, etc. Donc a présenté sa candidature à ce moment-là. L'Islande était un pays qui était assez proche des standards, donc pouvait espérer rentrer dans l'UE en quelques années, et a fini par retirer sa candidature parce que, une fois la crise financière surmontée, eh bien, l'entrée dans l'UE paraissait moins intéressante. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui peut faire douter de l'intérêt d'élargir, parce que si vous n'arrivez pas à attirer des États riches, à un moment, la question du coût financier de l'élargissement va se poser, parce que, comme ce sont les États qui contribuent massivement au budget de l'Union européenne, évidemment, les États moins riches contribuent peu, et si les États riches ne viennent pas, eh bien, c'est plus compliqué d'avoir un budget conséquent. Et comme en plus on a perdu le Royaume-Uni, qui était un contributeur qui a porté au budget de l'Union européenne des sommes non négligeables, cette question-là, elle se pose. La question de l'équilibre financier de l'Union européenne, si on fait rentrer encore des pays qu'il faudra aider parce qu'ils sont économiquement en retard, c'est une question qui se pose. Alors ça, c'est les raisons de douter, et maintenant les raisons de penser qu'il faut quand même intégrer de nouveaux pays.
que si on ne fait pas rentrer de nouveaux pays, qu'est-ce qu'on leur propose d'autre? Parce qu'on ne peut pas leur dire simplement débrouillez-vous. Parce qu'on est quand même sur le même continent, on peut avoir des intérêts partagés, on peut avoir des raisons de s'intéresser à ces pays-là, parce que ce sont des pays européens déjà. Donc, il n'est pas question de les abandonner en espérant qu'ils s'en sortiront tout seuls. Ça, personne n'envisage de faire ça, parce que ça serait risqué, hein, tout simplement. Si vous laissez des pays en difficulté à l'abandon, eh bien, vous avez des risques que ces pays deviennent des pays hostiles. Donc, personne n'a vraiment intérêt à ça. Donc, on a des alternatives, mais ces alternatives, elles sont, de mon point de vue, en l'état actuel des forces, des alternatives qui ne sont pas vraiment convaincantes, qui ne sont pas vraiment suffisantes. La première alternative, c'est ce qu'on appelle la politique européenne de voisinage. Donc, la politique européenne de voisinage, c'est une politique de l'Union européenne qui, comme son nom l'indique, concerne nos voisins, les voisins de l'Union européenne. En fait, elle a deux volets. Un volet sud, qui va s'appliquer donc aux pays qui sont de l'autre côté de la Méditerranée. Donc ceux-là, de toute façon, ils ne sont pas susceptibles de rentrer dans l'UE, puisque ce n'est pas des États européens. Mais aussi un volet est, qui va concerner donc les pays qui sont à la frontière est de l'Union européenne. Cette politique de voisinage, elle a été créée en 2004. C'est clairement une conséquence de l'élargissement. C'est-à-dire qu'en 2004, quand on a élargi, à l'Est, hein, donc avec 10 pays qui sont rentrés en 2004, l'Union européenne s'est retrouvée avec de nouvelles frontières, forcément, et des frontières avec des pays qui étaient assez à l'Est du continent européen, dont certains pouvaient apparaître comme étant des pays avec lesquels on avait intérêt à bien s'entendre, notamment parce qu'ils étaient aussi dans le voisinage de la Russie. Et donc on n'avait pas intérêt à avoir des relations hostiles avec eux. Donc on a développé cette politique européenne de voisinage, là je parle que du volet Est, qui est celui qui m'intéresse ici, et on l'a conçu, au moins dans les mots, comme étant une politique très attractive. Romano Prodi, qui était président de la Commission européenne quand la politique du voisinage a été lancée, a dit ça sera tout sauf les institutions. Donc tous les avantages de l'Union européenne sauf participer aux institutions. Et sous-entendu, ça sera du coup possible d'avoir accès au marché commun, accès à la liberté de circulation, accès aux politiques, accès aux subventions, accès à toutes les actions de l'Union européenne, sauf la participation aux institutions. Donc ça pouvait paraître plutôt motivant et comme constituant une alternative à l'élargissement. D'accord, on ne rentrera pas dans l'UE, mais on aura droit à tout, sauf la participation aux institutions. À part que ce n'est pas vraiment ce qui s'est passé. Bon, d'abord, c'est loin d'être tout, sauf les institutions. Il y a beaucoup de choses que les États qui sont dans le périmètre de la politique de voisinage n'ont pas obtenues, et notamment la liberté de circulation, qui était souvent ce qui les motivait le plus, et notamment la liberté de circulation des personnes, qui n'a pas été réalisée. Alors pour plein de raisons, qui ne sont pas forcément liées à ces pays d'ailleurs, parce qu'il y a eu des problèmes avec l'espace Schengen, liés à des fermetures de l'espace Schengen pour des raisons de lutte contre le terrorisme, etc. Donc il y a plein de circonstances qui peuvent l'expliquer, mais qui n'empêchent que le contenu de la politique de voisinage pour les États est assez loin de ce qu'ils avaient pu espérer au moment où elle a été lancée. Et puis, le tout sauf les institutions, c'est quand même déjà un problème, hein, parce que les institutions, c'est pas tout à fait négligeable quand même, puisque les institutions, c'est là qu'on prend les décisions, c'est là qu'on a une voix politique. Donc ça veut dire quand même qu'on n'est pas considéré comme étant suffisamment important pour participer au processus décisionnel, et que l'on va subir les décisions prises par d'autres sans pouvoir y participer. Donc c'est quand même un peu la seconde division pour les pays en question. Donc bien sûr, ils préféreraient être dans la première division, et donc être dans l'UE, pas seulement être dans le périmètre du voisinage. Donc on est assez loin. Ça, j'ai oublié de vous parler de ça, je me souviens de ça sur l'élargissement de 2004, excusez-moi, je l'ai sauté. Et là, on est sur la carte sur la politique de voisinage, qui vous montre donc les pays qui sont concernés à l'Est. Alors au départ, il y avait la Biélorussie. La Biélorussie a été suspendue, pour des raisons que vous pouvez connaître, hein, notamment liées au fait que c'est un régime avec lequel l'Union européenne a eu quelques problèmes, notamment liés à ses
qu'il y a avec la Russie. Et donc on a 6 pays, normalement, au voisinage de l'Est, l'Ukraine, la Moldavie, la Géorgie, l'Azerbaïdjan, la Biélorussie et l'Arménie. J'attire votre attention sur le fait que certains sont candidats dans cette liste-là. Donc les deux catégories se confondent un peu entre les pays candidats et les pays du voisinage. Et puis au sud, moi je ne parle pas, mais vous avez tous les pays en fait qui sont de l'autre côté de la Méditerranée, qui font aussi partie de la politique du voisinage, mais volet sud. Donc ceux-là, évidemment, ne peuvent pas être candidats à l'adhésion. Donc si des pays qui sont dans le périmètre du voisinage candidatent quand même, c'est bien que la politique de voisinage ne les satisfait pas. Parce que si la politique de voisinage était si fantastique et si avantageuse, eh bien, ils n'auraient pas besoin de candidater à l'Union européenne. Ils ne trouveraient pas d'intérêt à candidater dans l'Union européenne. Et ce, alors même, je n'ai pas dit, il y a des subventions qui sont accordées au titre de la politique de voisinage, il y a beaucoup d'aides qui sont accordées. Donc ce n'est pas juste une politique normative, hein, on ne veut pas juste passer des pays, vous êtes nos voisins, on est très content que vous soyez nos voisins. Il y a quand même des sommes non négligeables qui sont allouées à ces pays, mais pas suffisamment motivantes hein, pour les faire renoncer à candidater, au moins pour certains d'entre eux. Donc l'alternative politique de voisinage, elle n'est pas négligeable, hein, mais elle n'est pas suffisamment attractive pour inciter les pays à ne pas candidater. L'autre alternative, c'est plus récent, c'est ce qu'on appelle la communauté politique européenne. Alors la communauté politique européenne, je ne sais pas si vous voyez de quoi il s'agit, mais en fait c'est un forum, je dirais, pour l'instant, ce n'est pas une organisation internationale. Un forum qui a été lancé, c'est une initiative française d'Emmanuel Macron, qui a lancé ce forum. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'États, hein, des États de l'UE, évidemment, tous les États de l'UE en font partie, mais pas mal d'États qui ne sont pas dans l'UE, puisqu'on a 4 pays en tout. Et dans le lot, il y a des pays le Royaume-Uni, par exemple, qui est sorti de l'UE, plus des tas de pays qui n'envisagent absolument pas d'entrer dans l'UE, plus les pays du voisinage, donc ça regroupe en gros tout le continent européen, sauf la Russie et la Biélorussie. D'ailleurs, à l'époque, je ne sais pas si quand on a lancé ce forum, dans la presse, ça a été souvent présenté comme un club anti-Poutine, parce que, en fait, c'est toute l'Europe, sauf la Russie et la Biélorussie. Donc, on se retrouve avec ce forum de 44 pays qui a été lancé récemment, puisque le premier sommet s'est tenu à Prague en octobre 2022, donc c'est très récent. Hein. Et donc, le premier sommet a réuni les 40 chefs d'État ou de gouvernement des pays en question, des 44 pays en question. Alors, pour l'instant, c'est tellement neuf que je ne vais pas être trop dur préventivement, hein, donc je pense que ça ne suffira pas à cesser, à convaincre les États de ne pas vouloir entrer dans l'UE. Pour le moment, c'est un forum, c'est-à-dire que c'est conçu comme étant des réunions régulières. Entre les chefs d'État et de gouvernement. Alors il y a tout un travail, il y a quand même tout un effort pour dire qu'on va discuter de questions concrètes et pas de grands sujets, de grands dossiers. Donc c'est présenté comme étant un endroit où on va discuter de questions concrètes en essayant de trouver des solutions communes. Et donc par exemple, dans la première réunion, pour l'instant c'est la seule, à l'ordre du jour, il y avait la crise en Ukraine, la guerre en Ukraine, l'énergie, le climat, donc des choses assez précises, mais que bien sûr on ne peut pas trop résoudre en une journée de réunion. Donc ça reste quand même un lieu de rencontre diplomatique dans lequel sans doute on peut espérer que des décisions communes puissent être prises, mais à ce stade, ce n'est pas une organisation internationale avec des pouvoirs juridiques dans laquelle on adopterait des textes qui s'imposeraient à ceux qui les ont votés. Donc on n'est pas du tout dans la logique de l'Union européenne. Évidemment, pour l'instant, ce n'est pas une structure qui est dotée d'un budget, qui peut accorder des subventions. On est vraiment dans quelque chose qui est beaucoup plus de nature diplomatique. Donc, ça a, à mon avis, assez peu de chance de convaincre un État de ne pas candidater dans l'UE. Il peut le voir comme une sorte d'antichambre. Ça lui permet
de discuter avec les États de l'Union européenne dans un forum élargi. Donc, c'est certainement pas inutile, mais espérer que ça permettra à un pays de se contenter d'être membre de la communauté politique européenne et qui n'ira pas déposer sa candidature ou poursuivre sa candidature, je crois que c'est sans doute pas très réaliste. Donc ça, c'est la première raison qui me fait dire que l'élargissement a de beaux jours devant lui, en tous les cas, pas forcément rapidement, mais c'est pas une porte qui est fermée, parce que tout simplement, ce qu'on propose d'autres États n'est pas suffisamment motivant pour qu'ils réfléchissent à une alternative à l'élargissement. La deuxième raison qui me fait dire que l'élargissement là se poursuit ou pourrait se poursuivre, c'est qu'en fait, on a essayé de modifier la procédure pour tenir compte des défauts qu'on a pu constater. Alors, on a vu que la procédure, elle est longue, elle est complexe, elle est exigeante, il y a pas mal de conditions à remplir, il y a des étapes, etc. Mais pour autant, on a constaté que finalement, il y a des pays qui sont rentrés dans l'Union européenne, qui donc normalement devaient remplir les critères de Copenhague, et donc notamment avec les États démocratiques, et dont on a pu voir que quelques années après, la démocratie n'était pas complètement parfaite, si tant est que la démocratie puisse être parfaite, mais bon, en tous les cas pas aussi aboutie que ce qu'on aurait pu espérer à temps, compte tenu des exigences de la négociation. Et donc on s'est demandé pourquoi. Pourquoi est-ce que le fait d'avoir négocié si âprement, longuement, dans les détails, sur notamment le critère politique, la condition politique et la condition démocratique, pourquoi est-ce que ça n'a pas suffi à faire en sorte que ces États restent démocratiques une fois qu'ils sont rentrés dans l'Union? Alors bien sûr, il y a des raisons qui échappent complètement à l'Union européenne, hein, les élections, le populisme, tout ça, l'Union européenne, ils doivent vraiment essayer de lutter, mais c'est quand même des phénomènes en grande partie internes. Mais on s'est dit que peut-être dans la technique de négociation, il y avait des choses qui manquaient. Et notamment, pour vous expliquer pourquoi on a réformé ces techniques de négociation, en fait, avant, la négociation se faisait autour de chapitres. Alors ça, c'est toujours vrai, mais on a modifié la façon de concevoir les chapitres. En fait, ces chapitres, ça sert à ce qu'on ne négocie pas sur tous les sujets en même temps. Parce que comme les négociations vont durer des années, vous imaginez bien qu'on ne met pas tous les sujets sur la table en même temps, parce que sinon, je pense que tout simplement personne ne s'y retrouverait, parce qu'on ne comprendrait plus rien, si on discutait à la fois de monnaie unique, d'environnement. Du coup, on discute autour de thèmes. Donc on appelle ça des chapitres. Donc vous avez par exemple un chapitre agriculture, un chapitre environnement, etc. Vous en avez une trentaine. Jusqu'à présent, ce qu'on faisait, c'est qu'on était avec l'État sur les chapitres en question, parfois sur 2 ou 3 chapitres en même temps, peu importe, et on aidait l'État à remplir des conditions liées au chapitre, par exemple les conditions de protection de l'environnement. On aidait d'un point de vue administratif, d'un point de vue financier, etc. Et puis quand on estimait que l'État était prêt, et que donc il remplissait les conditions du chapitre, on clôturait le chapitre et on considérait que c'était fait. Et on passait à d'autres chapitres. Et une fois que le chapitre était clôturé, c'était fini. Et donc, évidemment, plusieurs années après, puisque la négociation dure plusieurs années, la situation a pu évoluer. C'est-à-dire que des conditions qui étaient remplies en 2000 ne sont plus forcément remplies en 2004. Mais comme le chapitre est clôturé, on n'y revenait pas. Donc aujourd'hui, on a décidé de fonctionner différemment pour maintenir la pression sur l'État pendant toute la durée de la négociation jusqu'à ce qu'il soit rentré. Donc aujourd'hui, alors je suis désolée, c'est en anglais, puis c'était pas très lisible, et je vais vous expliquer encore en quoi ça consiste, ce sera plus clair peut-être en vous l'expliquant. Aujourd'hui, on a toujours une trentaine de chapitres, mais ces chapitres, ils sont regroupés dans des thèmes. Donc vous les avez en fait, voilà, et ces couleurs, c'est les différents thèmes. La règle qu'on s'impose maintenant, c'est qu'on ouvre tous les chapitres d'un même thème en même temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, on considère qu'ils sont connexes et qu'ils ont des interactions, les cloisonner, c'est pas forcément très efficace. Donc on les ouvre tous en même temps, tous les chapitres d'un même thème. Mais on commence toujours par le thème dit fondamentaux. Les fondamentaux, vous avez dans les thèmes fondamentaux, sur les fondamentaux, vous avez des choses importantes comme la démocratie, les droits de l'homme, etc., mais aussi des choses un peu plus techniques mais qui sont engageantes pour les États, comme les marchés publics. Ce chapitre, on commence par l'ouvrir. Donc
ça parce qu'on se disait, ça n'a d'ailleurs pas trop mal marché, en tous les cas jusqu'en 2004-2007, on se disait que si on commençait par le plus facile, ça allait créer une espèce d'élan, une espèce d'optimisme, que l'État allait voir que ça avançait bien, que du coup il allait être porté par des négociations qui avançaient bien, et puis qu'à la fin, si on regardait le plus compliqué à la fin, eh bien, il allait tellement près de la porte d'entrée qu'il serait plus tenté, convaincu de la nécessité de faire un dernier effort pour entrer que si on met sur la table directement les questions qui fâchent. Ce qui explique que, par exemple, quand on a commencé à négocier avec la Turquie, on n'a pas parlé du génocide arménien. C'était censé intervenir à la fin, une fois que tout le reste aurait été fait. Et avec l'idée qu'une fois que tout le reste aurait été fait, la Turquie, pour entrer dans l'UE, serait prête à reconnaître le génocide, alors que si on lui met ça comme condition préalable, elle ne le fera pas. Donc, c'est en tous les cas l'espoir qu'on avait. Donc, on ne fait plus comme ça, et on fait même l'inverse, et on met les fondamentaux d'emblée sur la table, et on discute d'emblée sur les fondamentaux. Et ce thème des fondamentaux, il reste tout le temps ouvert. Tout le temps ouvert, toute la durée des négociations. Ça veut dire qu'on met tout le temps la pression sur l'État, sur ce thème qui comprend tous les chapitres dits fondamentaux. Et du coup, jusqu'à la fin, on peut dire à l'État, attendez, là, dans tel thème du bloc fondamental, vous ne remplissez toujours pas les conditions, donc ça ne va pas, vous n'allez pas rentrer. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment, enfin qui normalement, c'est un peu tôt pour le dire parce que cette technique est très récente, hein, mais normalement on peut espérer qu'elle conduira les États à comprendre qu'il ne s'agit pas juste de remplir les conditions à l'instant T et qu'après on fait ce qu'on veut, mais qu'il va falloir les remplir dans la durée, tout le long de la négociation, jusqu'à la dernière minute. Et ce qu'on en espère, c'est que comme les négociations durent plusieurs années, il va y avoir une acclimatation à ces conditions et à ces exigences qui feront qu'elles rentreront dans la vie du pays de façon plus automatique, plus naturelle que si c'est juste un petit temps de négociation puis qu'après on oublie les promesses que l'on avait faites. Donc avec cette technique, on sécurise davantage le processus de négociation, on sécurise davantage la capacité de l'État à intégrer l'UE, et on peut espérer que ça rendra les États membres de l'UE moins réticents à envisager d'autres élargissements, parce que la procédure de négociation, a priori, est de nature à présenter plus de garanties pour l'Union européenne, y compris une fois que la négociation est terminée. La troisième raison qui me fait dire que les élargissements pourraient continuer, je ne dis pas vont continuer parce que je n'ai pas de boule de cristal, donc je n'ai aucune idée du prochain pays qui pourrait rentrer dans l'Union européenne, mais en tous les cas, l'Union européenne est en capacité d'intégrer de nouveaux États, c'est que je crois que l'Union européenne est plus solide que certains ne le pensent. Quand vous discutez avec des gens qui ne sont pas très favorables à l'élargissement, on a parfois l'impression qu'ils pensent que l'Union européenne c'est une petite chose fragile qui va avoir du mal à accepter un État nouveau, alors que les pays qui candidate, si on regarde par l'Ukraine, c'est plutôt des petits pays. Hein, c'est pas, là on parle pas, alors je viens par la Turquie qui n'est pas du tout un petit pays, mais pour lesquels les négociations sont à l'arrêt. Et donc, la capacité d'absorption de l'Union européenne, elle me paraît pas négligeable. Je pense que l'Union européenne est en capacité d'absorber d'autres États. C'est justement d'ailleurs une des raisons pour lesquelles la négociation avec la Turquie est compliquée, parce que, outre le fait que le régime politique turc pose évidemment des tas de problèmes, qu'il en pose encore davantage depuis la tentative de coup d'État et les répressions des libertés publiques qui ont eu lieu, un des problèmes que pose la Turquie, c'est justement que c'est un gros pays. Et que faire entrer la Turquie, même si la Turquie devenait un État démocratique, remplissait toutes les conditions, etc., ça va quand même bouleverser l'équilibre, ça bouleverserait, je me conditionnais, l'équilibre politique dans l'Union européenne. Parce que la Turquie est un pays très peuplé, je pense que vous savez que les décisions, quand elles sont prises dans l'Union européenne, font intervenir un critère démographique, et que donc le fait d'avoir un pays très peuplé, on a plus de poids dans la décision qu'un pays peu peuplé. C'est un pays qui historiquement a pesé sur la scène internationale et pèse toujours sur la scène internationale. C'est un pays voilà, qui
a une histoire diplomatique extrêmement ancienne, extrêmement forte. Donc on ne fait pas rentrer n'importe quel pays quand on fait rentrer la Turquie. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles il y a eu des réticences pour la candidature de la Turquie, qui ont parfois été habillées sous des discours, est-ce que c'est vraiment bien un État européen, est-ce que c'est bien de faire rentrer un État qui n'a pas de tradition chrétienne, je ne suis pas sûre que c'était vraiment les vraies raisons. Je pense qu'une des raisons profondes était c'est un grand pays et on ne sait pas ce que va devenir l'équilibre politique de l'UE si on fait rentrer la Turquie, et notamment, par exemple, est-ce que le couple franco-allemand sera exactement le même avec la Turquie et sans la Turquie? Ce n'est pas complètement évident. Donc la question de faire rentrer un grand pays, c'est quand même une question très très à part. Mais si vous regardez la liste des pays qui sont candidats, à part la Turquie, ce n'est pas vraiment des grands pays, c'est plutôt des petits pays, ou des pays de moyenne taille. Je ne parle pas de leur importance politique, je parle de la taille démographique et économique. Et donc, je ne suis pas sûre que l'Union européenne serait déstabilisée de la même façon si elle faisait rentrer un ou plusieurs pays de la liste qu'on a projetée tout à l'heure. Et quand je dis que l'Union européenne est plus solide que certains le croient, je pense qu'il y a une illustration qu'on peut faire de cette solidité qui est la capacité de l'Union européenne à répondre à la crise, notamment à la crise sanitaire. En fait, ce qui s'est passé, c'est que au moment de la crise, juste après la crise sanitaire, on a adopté ce qu'on appelle le cadre financier pluriannuel, c'est-à-dire en fait un budget de l'Union européenne pour 7 ans. Ce budget de l'Union européenne, il était en augmentation par rapport au précédent. Ce à quoi peu de gens s'attendaient, puisqu'en fait tout le monde se disait le Royaume-Uni sort, donc ça va forcément baisser le budget, puisque les contributions du Royaume-Uni n'existera plus, donc on va être obligé de baisser le budget. En fait, on l'a augmenté, ce qui montre quand même une capacité des États européens de se mobiliser pour répondre à la crise. Et en plus, on a levé des fonds en nombre très important, c'est ce qu'on appelle le Next Generation EU. Et donc on les a levés sur les marchés, ce qui veut dire que l'Union européenne est crédible, sinon vous ne levez pas des sommes comme ça sur les marchés de capitaux si vous n'avez pas la confiance des investisseurs. Donc l'Union européenne, c'est une entité qui inspire confiance, et qui inspire confiance, y compris auprès d'investisseurs qui ont des intérêts capitalistes à remplir. On ne nous prête pas parce qu'on est l'Union européenne et qu'on est gentil, on nous prête parce qu'on pense qu'on pourra rembourser. Et si on pense qu'on pourra rembourser, c'est parce qu'on a une capacité qui est reconnue à l'extérieur. Et donc cette solidité, bien entendu, elle fait l'attractivité de l'Union. C'est aussi pour ça que les États candidats ils savent que l'Union européenne est en capacité financière de mobiliser des fonds et donc de mobiliser des actions. Dernière raison qui me fait dire que l'Union européenne va certainement continuer à élargir, même si je serai incapable de vous dire sur quel rythme, avec quel calendrier et pour quel pays, c'est que je crois que l'élargissement, c'est dans l'ADN de l'Union européenne. Alors, il ne faut jamais oublier qu'on a fait l'Union européenne pour faire la paix. Alors certes, on a choisi une méthode économique, on a choisi de créer d'abord la CECA, puis après la CE, donc de faire un marché, mais cette méthode économique, elle était mise au service d'un projet politique, et le projet politique, c'était la paix sur le continent européen. Donc ça maintenant, jusqu'à une période récente, jusqu'au mois de mars de l'an dernier, la paix, ça paraissait quelque chose de totalement évident, totalement protégé, et voilà, et tellement évident qu'on n'avait même plus tellement à s'en occuper. Là, on voit bien quand même, depuis l'invasion russe en Ukraine, que la paix, c'est jamais si évident que ça. Mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est que quand on a décidé des derniers élargissements, et je pense quand on décidera des futurs élargissements, c'est cette question-là qui est arrivée sur la table, et c'est ce qui a fait que les États ont finalement décidé d'élargir. Même les plus réticents ont accepté les élargissements. Quand on a fait rentrer les 10 pays, les 12 pays en 2004 et en 2007, on savait que tous ces pays n'étaient pas prêts. On fait parfois semblant de les découvrir maintenant, mais en fait, on savait que les conditions n'étaient pas totalement remplies. Si on les a fait rentrer, c'est avec deux arguments. Un argument économique, parce que l'économie, c'est jamais très loin dans l'Union européenne, qui était que si on ne les faisait pas rentrer, ils allaient nouer des liens économiques avec
les marchés que représentent les nouveaux pays, parce qu'un nouveau pays, c'est aussi un marché, et un marché pour les entreprises des États qui sont déjà dans l'UE. Et donc, c'était le risque que ces États se mettent à commercer avec d'autres entités, les États-Unis, la Chine, la Russie, c'est pas une possibilité qui manque. Et donc, ça permettait de les amarrer à l'économie européenne, et ça, c'était bien pour les entreprises des États déjà membres. Et puis, le deuxième argument, c'est la paix, c'est-à-dire les amarrer à l'Union européenne, c'est les stabiliser, c'est les intégrer dans un système de valeurs, c'est les obliger à raisonner avec des principes démocratiques, alors imparfaitement, de façon chaotique, avec des reculs, etc., mais quand même. Et cette volonté d'élargir l'espace de paix et de prospérité qu'est l'Union européenne à davantage d'États, au final, c'est toujours, malgré les réticences, malgré les réserves, c'est toujours ce qui motive les pays à élargir. Et il me semble que la situation actuelle, et notamment la situation en Ukraine, rend cet argument encore plus décisif qu'il ne l'a été en 2004 et en 2007, où on a bien quand même en arrière-plan la guerre en ex-Yougoslavie, qui était quand même pas si loin, mais moins, enfin, toutes les guerres sont dramatiques, mais moins dramatiques que ce qu'on vit aujourd'hui en Ukraine. Donc je pense que cet argument-là, il sera décisif. Et le moment venu, une fois les conditions remplies, parce qu'il ne s'agit pas de faire rentrer des pays qui ne remplissent pas du tout les conditions, évidemment, mais une fois les conditions remplies, je fais le pari que cet argument de l'espace de paix et de prospérité finira par être l'argument décisif qui poussera l'Union européenne à continuer son élargissement. Je vais terminer avec deux dessins. Rappel sur le prix Nobel de la paix accordé à l'Union européenne en 2012, justement pour sa contribution à la paix et à la paix et à la sécurité du continent européen. Et ça, c'est le fondement même de la construction de l'Union européenne. Et puis un dernier dessin que je trouve assez illustratif. Voilà, pour certains pays, l'Union européenne, c'est le salut. Donc, c'est l'espoir de pouvoir s'en sortir, donc, en particulier l'Ukraine, mais pas seulement. Il y a d'autres pays pour lesquels l'Union européenne, c'est une nécessité quasiment vitale. Et que je crois on entendra. Voilà, je vous remercie. Je ne vais pas vous Alors, je vais commencer par la deuxième question qui est plus facile, mais je ne vous verrai pas la première. Alors, je suis absolument d'accord avec vous, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on a aussi engagé la construction européenne. Il s'agissait effectivement d'exister entre les deux blocs qui étaient à l'époque le bloc dominé par les États-Unis et le bloc dominé par l'URSS. Et bien sûr, c'est un enjeu qui reste vrai. Hein. Les blocs ont bougé, il y en a peut-être plus que deux, plus seulement deux, mais davantage. Mais oui, je suis absolument d'accord avec vous. Et d'ailleurs, ça aussi, ça pousse à l'élargissement. Hein. Si on veut être un bloc conséquent, et on a quand même intérêt à être plus nombreux, ne serait-ce que pour éviter que des pays partent sous la domination d'autres États. Donc oui, je suis absolument d'accord avec vous. L'Union européenne, ça donne une force la plus puissante possible entre ces différents blocs. Et pas seulement d'ailleurs pour être puissant, c'est parce que moi je crois, alors je ne suis pas une spécialiste de géopolitique, mais je crois quand même que le monde est plus sûr en étant multipolaire qu'en étant unipolaire ou bipolaire. Donc là je crois intérêt, y compris pour des raisons de sécurité internationale, à constituer un bloc puissant. La deuxième question, elle est plus délicate. Qu'est-ce qu'on fait si un État qui est rentré en étant démocratique devient non démocratique? En fait, on a des procédures dans le traité qui existent, c'est ce qu'on appelle l'article 7. Donc c'est un article qui prévoit des procédures de sanction pour un pays qui ne respecterait pas les valeurs de l'Union européenne. En fait, cette
fonctionne pas. Parce que elle suppose alors déjà un enclenchement qui est selon la procédure, je ne rentre pas dans les détails, soit fait par la Commission, soit fait par le Parlement. Donc ça, l'enclenchement, il n'y a pas de problème. Mais ensuite, elle suppose que la sanction soit décidée par les États. Donc ce sont les 27 États qui se réunissent, enfin pas les 27 parce que ceux qui sont susceptibles d'être sanctionnés évidemment ne sont pas là. Ce sont ces États qui se réunissent et qui décident de sanctions. Et en fait, ça ne fonctionne pas pour deux raisons. La première raison, c'est que les États détestent se sanctionner entre eux. Donc chaque fois qu'on a confié un pouvoir de sanction au Conseil où siègent les États, ça ne marche pas. On a le même problème avec les sanctions pour la violation du pacte de stabilité en matière de monnaie unique. Donc les États ne se sanctionnent pas entre eux. Ce n'est pas la logique d'un État. La logique de l'État est une logique diplomatique. Donc les États ne se sanctionnent pas. Donc, voilà, ça c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est qu'on se retrouve, si on veut une véritable sanction, il faut obtenir l'unanimité, moins l'État qui est visé par la sanction. Et comme en fait on en a deux qui sont susceptibles d'être sanctionnés, donc la Hongrie et la Pologne, on va les citer, et bien en fait ils se protègent entre eux et on n'a pas l'unanimité. On ne va même pas au vote parce qu'on sait qu'on l'aura pas, donc ça serait encore pire d'avoir un vote de ne pas obtenir l'unanimité. Donc en fait la procédure est bloquée à mi-parcours, elle est enclenchée, mais on ne passe jamais à l'étape du vote parce qu'on sait que l'unanimité ne sera pas atteinte, et évidemment ça sera encore pire de ne pas avoir l'unanimité parce que ça reviendrait à dire qu'il n'y a pas de problème. Comme on sait qu'il y en a, et bien en fait on ne réunit pas l'instance compétente pour passer au vote. Donc ça marche très mal. Du coup, on a imaginé une autre procédure. Donc là, c'est un petit peu tôt pour vous dire si elle va marcher. Mais quand l'Union européenne a emprunté sur les marchés internationaux post-Covid, eh bien, ça a été pour aider les États, donc avec des sommes qui sont extrêmement importantes. Donc les États ont reçu beaucoup d'argent, tous les États, la France compris bien sûr, et ces sommes, elles ont été attribuées avec l'État a dirigé un plan pour expliquer ce qu'il allait faire de cet argent, et on a intégré à l'intérieur un mécanisme qui est un mécanisme qui dit que ces fonds peuvent être suspendus si l'État ne respecte pas les valeurs de l'Union européenne. Donc là, on a un argument financier qui est un peu plus de nature à être contraignant, parce que, évidemment, les États en question ont besoin de cet argent, et là, pour le coup, je pense que tous les États en ont besoin. Post-Covid, tous les États ont besoin d'argent de la manne de l'Union européenne, et donc là, il y a un vrai levier. Le problème, c'est que, pour l'instant, ce levier est utilisé d'une façon pas totalement convaincante, de mon point de vue. Alors, pour la Pologne a réussi à convaincre qu'elle respectait les valeurs de l'UE, et donc on a considéré qu'elle pouvait accéder à ces fonds. Alors là, il y a un effet indirect de la crise de la guerre en Ukraine. Vous savez que la Pologne a accueilli énormément, et accueille toujours énormément de réfugiés ukrainiens. C'était un petit peu compliqué de dire à la Pologne qui accueille énormément de réfugiés ukrainiens ne respectez pas les valeurs de l'UE. Le timing n'est pas très bon. Donc du coup, la Pologne a sauvé sa tête, entre guillemets, et va pouvoir toucher les fonds en question. Pour la Hongrie, c'est pas encore complètement tranché, mais bon, on retrouve là cette idée que les États n'aiment pas s'affronter. Je crois, je ne vais pas faire trop de paris, mais je crains qu'on se contente de quelques avancées du côté de la Hongrie pour dire qu'on va dans le bon sens et que du coup on verse les fonds. Alors il est vrai qu'on marche un peu sur des œufs sur ces questions-là parce que il y a déjà ces pays, notamment les gouvernements de ces pays sont souvent des gouvernements qui pratiquent un discours très anti-européen. Si en plus on n'accorde pas les fonds, évidemment, le discours anti-européen va devenir encore plus virulent, c'est quasiment certain. Et voilà, c'est compliqué de trouver la bonne mesure entre être ferme sur les principes, mais en même temps ne pas forcément donner des bâtons pour se faire battre par ailleurs. Donc voilà, il n'y a pas un mécanisme qui... C'est un peu mieux quand même que
l'article 7 qui ne fonctionne pas du tout, mais ce n'est pas complètement satisfaisant. Et en fait, ce qui marche vraiment, mais c'est long, ça prend du temps, c'est les recours devant la Cour de justice de l'Union européenne, puisqu'en fait, quand un État ne respecte pas les valeurs de l'Union, il peut être attaqué par la Commission, ce qui pourrait être aussi attaqué par les États, les mêmes choses, les États n'attaquent pas. Donc c'est la Commission qui fait les recours et qui fait condamner l'État pour violation de tel ou tel principe de l'État de droit ou de telle valeur de l'Union européenne. Et ça marche, mais c'est long. Les recours prennent du temps. Dans un premier temps, il n'y a pas de sanctions financières. Il faut faire un deuxième recours pour qu'il y ait des sanctions financières. Donc, c'est pas, voilà, vous n'obtenez pas une réponse juridique très efficace.